Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un artiste complet. Il joue la comédie, il chante, il écrit. C'est un pianiste aussi. On dit de lui que c'est l'humoriste français qui s'exporte le mieux, mais en fait il est aussi marocain, aussi canadien, avec un pied très familial en principauté. Il aime les bonnes tables, les copains, le soleil et surtout il aime la vie avec un grand V, car ce travailleur invétéré qui n'arrête jamais de relever des défis entame une tournée qui affiche complet en 2024 sans promo. Bonjour Gad Elmaleh. Et bonjour, quelle intro. Il y a une seule chose dont vous avez parlé qui n'est pas vraie. Ah, c'est, même si je respecte et ça m'amuse, les grandes tables. D'ailleurs, les bonnes tables, d'ailleurs, j'ai entendu votre échange avec Alain Ducasse, qui était très très intéressant de voir l'homme, de découvrir l'homme. Je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour ces hommes, j'ai beaucoup de respect pour la cuisine, la bonne cuisine, tout ça, mais comme je suis un impatient, et que plus la table est sophistiquée, plus il faut attendre, ça me rend dingue. Donc, j'aime la nourriture qui est vraie, qui est vérité, partagée, mais efficace. Par exemple, j'aime pas quand les gens disent, ça me fait rire. L'autre jour, j'étais avec ma sœur dans un resto et c'est la femme à qui je ris le plus dans ma vie et je m'entends le mieux. Et le serveur a dit, le chef a revisité pour vous les œufs brouillés. Et ma sœur lui a dit, écoutez, vous lui dites qu'il revisite rien du tout, qu'il visite rien, fasse des œufs brouillés. Qu'il nous fasse des œufs brouillés. Donc, il y a toujours cette espèce de caricature sur la sophistication. Mais sinon, tout ce que vous avez dit est vrai. Je suis très content d'être là pour échanger au calme, en principauté et en principal. C'est bien, on a commencé sur la cuisine. Et la cuisine de partage, quand on est marocain, c'est à peu près automatique. Parce que moi, je rentre de Marrakech, et alors on est à table, et il y a toujours des grands plats, toujours des choses qui se partagent. Complètement. Après, c'est pas le truc le plus healthy, comme on dirait, même s'il y a des efforts qui sont faits en ce sens, mais c'est une cuisine qui est très vivante, qui est très belle, qui est très joyeuse. Et moi, c'est la cuisine de mes racines, et les épices, et tout ce qui va autour, en fait. C'est quand vous avez dit le grand plat, j'ai entendu mes tantes, mon père, tout le monde parler autour, parler fort, se partager. Et la cuisine de partage, elle est primordiale pour moi. Mais je pense que dans la région dans laquelle on se trouve aussi, elle est intéressante oui, mais elle est moins identitaire. Complètement. Moins quand on se balade dans la Médina, quand on va dans le souk à Marrakech, pour acheter un petit plat, c'est compliqué. Le type vous regarde et vous dit, non, mais c'est une assiette que vous voulez. Non, voilà. C'est marrant. C'est ça le truc. Ça m'arrive parfois. Ça m'arrive parfois de vouloir faire à manger un peu à la marocaine et que je demande de l'aide et que des gens, mais c'est des plats, c'est pas possible, on va jamais manger tout ça. C'est vrai. Il y a cette idée-là. Et je crois que cette idée, elle n'est pas uniquement sur la nourriture, elle est sur l'idée de plaire, de la peur de décevoir. C'est culturel, quoi. Il y a des gens qui disent au Maroc, on mange d'abord avec les yeux. Oui, mais voilà, on est dans une époque aussi où il ne faut pas trop jeter. C'est vrai. Ça fait une drôle de transition quand même quand on est au Maroc. Né NID, on est né au Maroc. On y passe toute son adolescence et puis un jour, on traverse l'Atlantique, on s'installe au Canada. C'est moins de 30 l'hiver. Terrible. Je pense que la logique aurait voulu que... Enfin, la transition plus douce aurait voulu que je fasse de Marocco à Monaco. Mais j'ai fait un grand détour. Et je crois très clairement, très techniquement, que j'ai été au Canada pour une raison très bête. C'est que mon père avait fait une demande d'immigration pour avoir des papiers. Et à l'époque, c'était très accessible. Oui, ils avaient une politique, le Canada, une politique qui favorisait l'immigration. Où ils appelaient, ils faisaient des appels carrément. Et puis, mon père avait dit, on va vous prendre des visas d'immigrants. Et puis, je suis arrivé, j'ai demandé la nationalité pour travailler, pour avoir la sécurité sociale. Puis, j'ai vécu là-bas 4 ans, j'ai fait des études, j'ai beaucoup travaillé là-bas pour ramasser l'argent, pour payer les cours Florent, que je n'ai pas payé parce que j'ai réussi le concours de la classe libre. Alors ça, je l'ai raconté à mon fils il y a quelques jours, il était impressionné. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que tu lui racontes. Parce que parfois, j'essaie de l'impressionner et puis je l'impressionne pas. Et là, je racontais juste un truc. Je disais, et puis je suis arrivé en France et puis j'ai passé ce concours et du coup, j'ai pas payé l'école pendant 2 ans. Waouh, c'est trop fort, papa. Je dis, en fait, c'est là qu'il est fort, ton père. Il y a plein de trucs où il est pas fort,
Mais ça, c'est son truc. La scène et la scène, ouais. la scène est quoi? Parce qu'il y a un supplément d'âme ou je sais pas. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que quand on monte sur scène, on est quelqu'un d'autre? Alors, waouh, c'est une bonne question parce que je dirais les deux. Au début de sa carrière, on est quelqu'un d'autre et on se masque et on a besoin d'être quelqu'un d'autre. Et plus on avance, et plus... D'ailleurs, c'est pas un hasard si mon spectacle s'appelle C'est lui-même. ça. Vraiment, C'est vous faites le vraiment. lien. On est bien aujourd'hui, ça Ah ouais, smooth. Tout est tout cool, hein. ça commence fort. On commence fort, en douceur en plus. Non, c'est vrai, dans l'échange. C'est-à-dire que je crois que plus les années passent dans ma carrière et plus je cherche à épurer, à me détacher, même dans ma vie perso, sur le matériel par exemple. Alors c'est très à la mode maintenant aux États-Unis, on parle de minimalisme, on parle de decluttering, c'est le grand On mot. veut se dépouiller. Il y a même des gens qui font appel à des agences, à des spécialistes qui viennent chez vous, qui vous mettent... Bon, moi, j'ai pas besoin d'une agence ou d'un spécialiste. Pour virer tout ce qu'il faut virer, Alors, on n'a pas besoin d'être à un spécialiste. moment donné, à un moment donné, tu peux pas avoir 8 jeans C'est ça. bleus. Ça va pas. T'en prends 3 et t'en donnes 5. Ça suffit. Ça sert à rien. D'accumuler, ça sert à rien. Alors moi, je suis là-dedans. Donc, ouais, une forme de dépouillement. Après, j'ai pas atteint je suis pas un ermite, hein, je suis pas un saint, je suis pas. Mais Peut-être une forme de simplicité. Alors, moi, la première fois que je vous ai vu sur scène, je vous ai entendu. C'était le spectacle dans lequel il y avait le blond. l'autre, c'est moi. Papa est en haut. Oh, Papa est en haut, oui, Ouais, bravo. Papa est en haut, je crois. Wow, vous connaissez mieux que moi mes spectacles, c'est bien. Ah non, non. Mais celui-là, je le connais. Parce que la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, c'est ultra simple. Il n'y avait rien sur scène. Il y avait un piano. Il y a encore moins dans celui-ci. Hein. Ouais. Il y avait des lumières, là, il n'y a plus de Il n'y lumière. a plus de lumière. C'est le producteur qui est content. Ça coûte moins cher, tout va bien. Mais je me suis dit, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Le gars est là et c'est lui qui donne la dimension au truc. Et même quand vous commencez à jouer du piano, ce qui m'avait beaucoup surpris, parce que moi, je suis arrivée là, touriste complet, et je ne savais pas que Gad Elmaleh, c'est un artiste qui fait tout. Parce que là, maintenant, oui, puisque je me suis penchée sur la question. Mais depuis toujours, vous avez cette appétence pour toutes les facettes de l'art, parce que vous jouez la comédie, vous chantez, vous écrivez de la musique aussi, vous jouez de la musique, enfin ça fait beaucoup, quoi. Alors, ça fait très pompeux tout ça de dire, si je disais oui, tout à fait, oui, j'ai rien à dire. Non, ce que je dois dire, c'est qu'il y a des choses qui sont complémentaires. Ouais. Moi, je crois que la comédie et la musique sont très proches. J'ai un souvenir de Raymond DeVos, que j'admire beaucoup, qui parlait de la musique et du rythme, et des mots et de l'écriture. Je sais le talent de pianiste de Danny Boone, je sais le talent de certains autres de mes confrères et de mes consoeurs humoristes qui sont très dans le rythme musical, qui est le rythme aussi de la vie, le rythme de la comédie. On dit que quelqu'un qui n'a pas de rythme, il peut pas faire de la comédie. C'est ça. Mais même, j'ai du mal à imaginer un mec qui est un bon comique qui sait pas danser. Parce que le rythme, il y a des règles, quoi. C'est un minimum, quoi. Alors après, il faut pas qu'il soit un grand danseur, mais au moins qu'il soit en rythme. Moi, j'aime ces choses que vous avez décrites dans le sens où le mot appétence, il est joli parce que c'est ça, en fait. C'est un attrait, je vais vers ça, mais je suis pas spécialiste dans chacun des domaines. Je peux dire aujourd'hui vraiment avec un peu de prétention, je suis un expert de l'humour. Je suis devenu un expert. Un expert de l'humour. Ouais, je suis un expert. Mais je suis pas un expert, je suis pas un spécialiste dans la musique. Je joue du piano pas mal. J'ai le niveau. On va dire que j'ai le niveau. Comment on pourrait appeler ce niveau? C'est le niveau qui peut. C'est le niveau piano bar séduction. Où la fille, elle dit, oh, il joue bien. C'est tout. Ça s'arrête là. Alors, le niveau piano bar séduction, l'excellence dans l'humour. Un peu de réal cinéma, un peu de scénariste, etc. Donc vous êtes le tombeur parfait, quoi. Eh bien, détrompez-vous parce que c'est assez intéressant de dire ça. Parce que je suis en train de faire le travail pour me connaître de plus en plus. C'est le vrai projet de ma vie, c'est ça. Et d'abord, j'aime bien la personne que je rencontre, même si c'est complexe, très, très compliqué. Mais je m'aperçois que plus on s'approche de sa vérité, plus on s'approche de l'idée de se connaître, et plus c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Alors que c'est la meilleure version de moi en ce moment. Et oui, mais est-ce que... Elle ne veut pas le comprendre. Non. Non, mais la personne qui est en face et que vous rencontrez, est-ce qu'elle a besoin de la meilleure version de vous? C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas vraiment pourquoi cette personne s'intéresse.
C'est quel est le point dans tout ce que vous avez dans la panoplie? C'est quoi le point? J'imagine qu'en tant qu'humoriste, avec du succès, célèbre, sympa, sans artifice, j'imagine quand même que il y a des moments où c'est pas une séduction avérée, mais dans le regard des jeunes femmes ou des femmes qui vous voient sortir de la loge ou quoi que ce soit, il y a pas une ouverture, mais au moins un a priori positif, quoi. Oui, il y a un a priori, voilà, c'est marrant, j'ai toujours dit à mes potes, la notoriété, c'est comme, c'est assez féminin. C'est-à-dire, on est dans une position où on vient vers nous. Ouais. Sacha Alors, Guitry disait que le succès donne du charme aux hommes. Bien sûr. Moi, de toute façon, si j'avais pas eu la notoriété, j'aurais pas connu les gens que j'ai connus, j'aurais pas eu les relations que j'ai eues. Je l'avoue, c'est que je ne suis pas capable, je suis trop inhibé dans la vie, je suis trop timide pour aller vers une femme. Où il faut vraiment qu'il y ait une blague, où il faut qu'il y ait un truc, ou alors un peu L'humour, d'alcool, c'est ça, non? ou alors un peu d'alcool. Mais comme je ne bois plus d'alcool, Ah, décidé. C'est dry, définitif. ouais, 21 août 2021, j'ai arrêté, ouais. Waouh, Ouais. ça c'est de la décision. Ça fait 2 ans et 7 mois et je suis très heureux. Et j'ai une meilleure vie, une nouvelle vie, et je me sens beaucoup mieux et j'ai une nouvelle vie. Mais pas uniquement une nouvelle vie sur cette thématique-là, c'est que ça a ouvert d'autres choses sur ma paternité, ma spiritualité, ma sexualité, ma masculinité, mais vraiment Non, mais je mon comprends. corps, Moi, j'ai arrêté de mon fumer il y a âme, 10 ans. Je me souviens du jour où j'ai arrêté de Oui, fumer. moi je me souviens de tout. Je me rappelle avec qui j'ai bu ce dernier verre, pourquoi j'ai arrêté, comment j'ai fait. Et aujourd'hui, tout devient un choix. Je subis plus. Avant, j'avais alors, j'étais pas bourré tous les jours, mais je buvais régulièrement et j'en avais marre d'être guidé par ça. Ma joie était guidée par ça, mes amitiés, mes rencontres, les after-shows. Après, je juge pas ça, les gens qui Ouais, boivent, parce qu'il y on a va des gens qui boire un nous verre. écoutent. Ouais, mais un verre. Mais moi, je suis un fan de vin. J'adore le vin. Mais je sais pas boire un verre. Moi, je peux pas boire un verre. Donc il y a des gens qui Ah ouais. doivent Moi, nous j'avais une écouter et copine. qui doivent dire mais comment Ouais. il fait? Il peut boire un verre et c'est tout. Ben moi je peux pas. J'avais une copine qui me disait, quand on était étudiante, je lui disais viens, on va boire l'apéro. Elle me disait non, parce qu'un verre, c'est la plus grosse arnaque que j'ai jamais entendue. On va boire un verre, ça n'existe pas. C'est pas un. Ce serait drôle d'être honnête et de dire tu veux boire 5 verres? Qu'est-ce que tu fais à 20h? Est-ce que tu veux boire 5 verres? Et là je pense que les gens diraient 5, pourquoi 5? Bah parce que c'est ce que j'ai planifié. Et en fait ce serait intéressant de voir les réactions. Mais non, ça a changé ma vie et je trouve que c'est super. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la séduction, après j'ai l'impression que ça, c'est la façade, c'est la première étape. Mais les gens qui m'intéressent profondément, bizarrement, ils viennent pas beaucoup vers moi. C'est moi qui C'est vais vrai? vers eux. Ouais. Est-ce qu'on a cette sensation de ne pas intéresser les gens qu'on voudrait? Oui. Ouais. Ah ouais. Franchement, Je crois que ça, c'est un sentiment qui est C'est globalement universel. partagé. Ouais. C'est tout le monde a l'impression qu'il n'intéresse pas les personnes qu'il voudrait intéresser, ah, spontanément. je sais pas, mais parfois euh, parfois je reçois des messages, je dis oh, c'est gentil, mais c'est pas de toi que je veux, mais Ça, c'est pas... c'est de l'autre. Non, je rigole. Mais L'autre jour, il y avait une fête d'anniversaire et la personne qui avait invité les gens me dit, tu te rends compte, il y a machin qui est pas venu, il y a machin qui est pas venu. Et je lui dis, mais et ceux qui sont venus alors? waouh. Mais c'est bien. Ouais. Et ça a changé. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ah bah oui, tu as raison. Effectivement. Parce que moi, je dis toujours, il faut choyer ceux qui nous choisissent. Mais ça fait le parallèle avec le public. Au départ, quand vous montez sur scène la première fois ou quand vous commencez, il n'y a pas cette appréhension. Et si ça marche pas? Bien sûr. Moi, j'ai un souvenir très clair de la première fois de ma vie que je suis monté sur scène. D'ailleurs, je vais le fêter le 11 décembre 2024. C'était le 11 décembre 1994 à Montréal. Je m'en souviens très clairement, comme Au si c'était hier. Canada, ça a commencé au Au Canada. Canada. Et en fait, je suis ce jour-là tétanisé. Mon corps est paralysé, mais vraiment, c'est pas une image. Cyril Lecomte, un ami acteur qui était metteur en scène à l'époque du show, essaye de me masser pour essayer de détendre ce corps qui est raide, qui refuse finalement.
Mais ça, c'est parce que ça s'était fait d'une manière à la fois très généreuse de la part de quelqu'un qui m'avait mis sur scène, mais de manière un peu brutale. Moi, la première fois que j'étais sur scène, c'est quelqu'un qui a dit « J'ai loué la salle, tu me fais rire, vas-y ». C'est comme du mécénat un peu. Et j'avais peur. Mais heureusement qu'il m'a forcé. Parce que les gens qui ont du talent, si on ne les force pas, s'ils ne sont pas obligés, ils vont jamais y aller. Et puis, comme on dit, you will never be 100% ready. C'est pas vrai. Jamais tu seras prêt à 100%. Surtout dans la création, surtout dans l'art. C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai des copains qui écrivent des scénarios, ça fait 10 ans. Alors, c'est pas du mépris, mais passe à autre chose, quoi. Tu peux pas travailler un film pendant 10 ans, ou alors tu sors le film du siècle, ou alors tu peux pas faire tes maquettes de chansons et dire ouais, là j'ai un projet pendant 20 ans, ou alors change. Et en fait, je crois que au lieu d'aller vers la place qu'on doit occuper, on cherche absolument de la lumière dans une place qu'on croit qui est pour nous et de l'ego. Je parlais avec un copain hier qui écrit des chansons. Et il écrit des très belles chansons pour les autres. Et il me dit, j'ai écrit une chanson pour un tel, c'est des gens connus, et pour un tel, putain, je suis trop content. Ouais, mais celle-là, je l'ai donnée à un tel, mais je trouve qu'il l'a pas très bien faite. J'avais envie de dire, mais on s'en fout. Pourquoi tu restes sur toi? Pourquoi tu parles de toi? Tu lui as donné cette chanson, il a voulu la chanter, laisse-le. Il en fait ce qu'il en veut. Il en fait ce qu'il veut. Et ça, en fait, je crois qu'on est... J'essaierai de transmettre ça à mes enfants. C'est pas une histoire de niveau, c'est la place. Est-ce que tu es à la bonne place? Tout le monde veut être dans la lumière. Ils pensent que c'est la meilleure place. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Isaac Chari, qui a produit mon film, Reste un peu, dans lequel j'ai mis mes parents, qui est un film sur la foi et la conversion et la spiritualité. Isaac Chari, c'était un acteur. Il est petit de taille. Il a dit, je joue pas très bien, je suis petit, mais j'aime trop le cinéma. Il est devenu un des plus grands producteurs de France. Mais c'est brillant. Il a trouvé sa place. Mais oui, il a trouvé sa place. C'est une petite place, il est petit. Non, mais c'est un grand producteur. Bah ouais, mais en parlant de trouver sa place. Moi, quand j'étais aux États-Unis, franchement, pardon, je vous ai interrompu, mais vas-y. quand j'étais aux États-Unis, je rêvais du rêve américain. Je voulais l'Amérique, je voulais décrocher la Lune. Mais quand je suis arrivé là-bas, je sais pas que j'ai été déçu ou quoi, je me suis dit, mais j'ai commencé à faire des choses. J'étais très heureux. Tu vas sur le canapé de Jimmy Fallon, tu fais un talk show. Mais en fait, c'est des images d'Épinal. Mais and what? Et après? Est-ce que tu es heureux avec ça? Est-ce que tu es un Américain? Non. Est-ce que tu vas vivre aux États-Unis et laisser tes enfants à Paris et à Monaco? Non. Est-ce que tes parents vont te regarder que à la télé à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu vas travailler avec tout le respect que j'ai pour les Américains et la fascination que j'ai pour leur capacité de travail, leur méthode? Surtout dans cette industrie-là. Ouais, moi, je n'ai pas envie de vivre là-bas. C'est trop difficile. C'est dur, ouais. C'est des machines. Moi, j'ai trouvé un équilibre qui est presque parfait entre ici et Paris et la tournée. Et j'espère que je vais arriver à le tenir, quoi. Ça, c'était un peu mon interrogation. Parce que j'ai commencé comme ça, je me suis dit... Alors, il est né au Maroc. Il finit son adolescence, donc il devient un homme au Canada. Ouais. Il rencontre le succès, il démarre au Canada, mais il rencontre le succès en France. Il s'exporte aux États-Unis pour tenter une aventure, etc. Et finalement, un jour, il pose ses valises à Monaco, entre autres. Une partie, puisqu'il y a un de vos fils qui est à Paris et un qui est à Monaco. Donc, en tant que papa, on est partagé entre les deux, quoi. Mais, et je me suis dit, à quel moment il est chez lui? Ouais, alors, bizarrement, alors, chez moi, c'est le Maroc. Ah. Quand le chez moi, pour rigoler, j'ai dit le Maroc, c'est... Votre cœur, vos racines de cœur. Ah, c'est là-bas, bien sûr. Pour rigoler, je disais un jour à un journaliste, le Maroc, c'est ma mère, la France, mon épouse, et l'Amérique, ma maîtresse. Maintenant, il faut trouver un truc pour Monaco. C'est une ex qui refait qui revient. C'est ça. Non, alors, quand je vais au Maroc, je me sens bien, je me sens chez moi. Mais quand je suis à Monaco, il y a une douceur, en tout cas, dans la vie ici, et dans ce que moi, j'en fais de cette vie ici. Parce que, on va dire les choses très clairement. Mes potes à Paris, à New York, ils comprennent même pas que... C'est-à-dire, c'est très compliqué parfois. Les gens ils disent « Ah ouais, t'es à Monaco, mais qu'est-ce que tu fais à Monaco ?» Qu'est-ce que tu fais? Ils pensent qu'à Monaco, il y a le Grand Prix et le casino. Et le casino. Et les amis, il y a le casino, même supermarché. Il y a, il y a le Grand Prix, c'est un prix d'athlétisme pour les enfants. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vie... D'abord, une vie culturelle qui est incroyable. Les gens ne soupçonnent même pas tout ce qu'il y a en création et en culture, en termes de musique, de danse, de théâtre, de one-man show, d'humour. Enfin, c'est assez délirant. Et surtout, Monaco ou pas,
Si tu es dans un endroit dans lequel ton enfant est scolarisé, à un moment donné, tu te poses pas la question, hein. Le matin, quand tu fais des tartines, que tu les fasses à Bangkok, à Monaco, à Paris, à Tel Aviv ou à Marrakech, tu fais des tartines à ton enfant et tu essaies de lui donner un maximum d'amour, d'attention et de l'éduquer. Le reste, après, on a de la chance parce que il y a une douceur de vivre, parce que je sais pas, je me sens bien ici et lui, il se sent bien, donc c'est génial. Lui, il se sent bien. Ouais, c'est l'essentiel. C'est la base. Bien sûr. La paternité, pour vous, est-ce que ça a été... alors, vous le dites là, donc ma question, elle est un peu facile, mais est-ce que ça a été un élément important de ce que vous devenez? C'est-à-dire que... Parce que j'imagine, quand on a 2 enfants qui ont... Enfin, j'imagine, puisque moi, j'en ai qu'un. Mais j'imagine que quand on a 2 enfants qui ont une différence d'âge, parce qu'ils ont 10 ou un peu plus de 10 ans de différence. Il faut que je fasse le calcul, je suis pas bon, il y en a un qui a 10 et l'autre 23. Ouais, 13. Donc quand on a 2 enfants qui ont une différence d'âge aussi importante, on n'est pas le même homme quand ils naissent à chaque fois. Ah non, pas du tout, c'est intéressant ça. Mais on n'est pas mieux. Il y a des côtés sur lesquels on est mieux et d'autres sur lesquels on est moins bien. Et la constante, c'est qu'on a envie d'être là, d'être présent, de transmettre. Mais je crois que j'ai plus de patience avec le plus petit qu'avec le grand. Je crois que j'ai compris beaucoup de choses. C'est pas le même moment de votre carrière non plus. Exactement. En fait, quand le plus grand, quand Noé avait l'âge de Raphaël, j'étais en pleine... En plein boom. En plein boom, en pleine ascension. Et en fait, c'était même pas une démarche pour moi de dire est-ce que je vais aller la semaine. J'étais juste sur les routes. J'étais en train de faire mon devoir presque, le sacerdoce du comique. J'étais tous les soirs. Pas que le sacerdoce du comique. Hein. Non, mais j'étais à fond 6 soirs par semaine sur les routes, avec tout ce qui va avec. Et donc, j'étais. Alors, c'est pour ça que mon plus grand, il a fait beaucoup les tournées avec moi. Et je l'ai plus emmené. Il est venu ? Ouais, beaucoup. Et après, il y a aussi une autre chose qu'il faut admettre et reconnaître, c'est que c'était un moment de ma carrière où je ne pouvais pas décemment dire bon les gars, je tourne 3 soirs, je fais une pause. 2 soirs avec mon fils, je fais un soir là. Non. Aujourd'hui, j'en ai la capacité, les moyens, la possibilité, le pouvoir de le faire. Il faut le faire, il faut en profiter. Aujourd'hui, je suis capable de dire, les gars, je tourne de temps à temps. Là, c'est les vacances, vous me laissez tranquille. Là, c'est, je suis là. Enfin, je peux le décider. Donc, c'est une chance. C'est quoi qui a changé, en fait? C'est la notoriété qui a augmenté? C'est le succès qui vous a permis de passer un autre cap? Parce que quand vous dites, j'étais à une époque où je ne pouvais pas le faire, j'imagine que quand on s'est battu, parce que moi, je me suis un peu documentée sur vous, il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça. C'est pas tombé du ciel un jour. Hein. Non. Donc, c'est ce que j'essaie d'ailleurs de transmettre à mes enfants, le travail. C'est ça. Quand on a autant travaillé, quand on a autant souhaité atteindre des objectifs, le moment où on est au confluent de plein d'opportunités, il n'y a pas que le fait qu'on puisse décider oui ou non de le faire, il y a aussi l'envie. Exact, oui, je pense. Mais on en prend vite conscience que... Alors, il y a l'envie, oui, on est attiré, on a une forme de mission, de flamme, de lumière, elle nous guide, on la suit. Mais on ne sait pas trop où on va, en fait. Moi, je ne savais pas... Je voulais être connu, en fait. Aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans. Aujourd'hui, je suis dans... Il faut que mon spectacle soit le meilleur spectacle de ma vie, là, celui que je suis en train de faire. Mais vraiment, hein, ce n'est pas de la fausse humilité ou de la posture de mec... Moi, je n'ai pas envie d'être plus connu que ça. Je n'ai pas envie. Ça ne veut pas dire que je suis une star internationale. Ça veut dire juste que j'ai rencontré ce phénomène-là. Je sais ce qu'est la notoriété. Elle ne va pas me faire de moi un homme différent. Mais le travail, oui, c'est-à-dire que faire un meilleur spectacle, être plus intime, plus vrai, ça oui. Mais j'ai pas besoin. Avant, je rêvais d'être reconnu dans la rue. Ah, c'était ça ma question. C'était un moteur. Quand vous êtes dans la rue, à l'aéroport, enfin, je pense à des endroits où il y a une concentration. Hein. Moi, je vous ai vu dans une salle de basket au 4e rang avec Raphaël. Au bout de 2 minutes, tout le monde vous a vu quand même. Oui, mais ça, c'est OK parce que ça, c'est digéré. Et après, moi, j'ai un autre truc qui est d'ordre plus... comment dire ça sans que vous me preniez pour un illuminé, mais je crois que j'ai une mission, moi. J'ai une mission. Et ça y est, c'est fait. Ça y est. Et dans ma secte, je vous demande de donner 10 € par personne. Non, je crois que j'ai une mission, vraiment. Et ma mission, c'est de donner de la joie.
Et moi, je suis venu sur Terre pour ça. Et je suis venu sur Terre pour ça. C'est pas du tout un truc, une image qu'on m'a dite. J'ai compris ça. Et donc, même dans la rue, c'est-à-dire que à un moment donné, moi, j'aime les gens. Je vais vers eux naturellement. Si j'ai pas envie d'aller vers eux, je vais pas y aller. Mais quand j'y vais entièrement, j'y vais naturellement. Mais ma mission, c'est de donner de la joie aux gens. De donner de la joie tous les soirs, quoi. Tous les soirs. Est-ce que ça demande de la générosité, comme un pasteur, ça en fait. Ouais, on va parler deux fois parce qu'il y a Ou un quand rabbin. même pasteur, rabbin, Pas facteur, pasteur. pas facteur, pasteur. Le pasteur n'est pas Pasteur. passé. Mais quand on a comme mission de donner de la joie aux gens, est-ce que ça demande d'être généreux? Quand vous me dites j'ai une mission, est-ce qu'il y a une part de vous, humain, Gad, qui dit moi j'ai envie de faire plaisir Oui. aussi? C'est pas que mon métier. Oui, mais je reçois avec ça vraiment beaucoup. Mais c'est un peu... bon, là, c'est des phrases... c'est des extraits de textes sacrés, mais sauver l'autre, c'est se sauver à soi. Tendre la main, c'est se tendre la main. Moi j'ai... C'est la prière de Saint François d'Assise. C'est Seigneur, fais en sorte que j'ai plus à pardonner que me faire pardonner. Oui. C'est certain, que j'ai plus à aimer que me faire aimer. Et j'en parlais de ça avec un artiste récemment qui est passé à Monaco. On parlait avec quelqu'un de votre équipe, de Manu Payet. Et c'est marrant, on échangeait tous les deux. Et il m'a beaucoup touché parce que on se parlait de ce qu'on a invoqué et ce qu'on demandait finalement avant un spectacle. Et il m'a confié qu'il était sur un chemin comme ça où il disait qu'il aimerait avoir la force de plus d'aimer le public que de se faire aimer. Waouh, ça m'a allumé un truc je me suis dit, il a mis des mots sur ce que je ressens en fait. Parce que se faire aimer, je dis pas que c'est un acquis, mais s'il y a 2000, 3000, même 5000 personnes dans la salle qui ont payé des billets pour vous, normalement, à part certains couples, dont un des deux a forcé, a pris les billets. Non, je rigole, mais ils sont là pour vous, ils vous aiment. Mais est-ce que vous allez les aimer assez, quoi? Et moi, tous les soirs, je me dis, mais vraiment, ça peut paraître être un discours totalement, cucu, comme dirait l'autre. Mais je veux aimer tous les soirs. C'est dur, parfois on peut pas. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Parfois j'ai pas la force. Là j'étais en train de vous écouter et je m'imaginais le Gad qui monte sur scène et qui va tourner un film en même temps et qui enregistre la bande originale ou la chanson d'un autre film. Ou un podcast. Ou un podcast, machin. Et je me dis, où est-ce qu'il trouve ce tonus? Parce que c'est au-delà de la force, hein. Où est-ce qu'il trouve ce tonus pour à chaque fois se mettre en condition je crois que j'essaie d'être au rendez-vous. Ouais. Je crois que j'essaie de, comme on est en train de le faire maintenant, je pense qu'on est connecté, je prends aussi ce qui se passe. Et j'essaie de me mettre en connexion, en tout cas, avec l'autre. Parfois, ça marche pas. Parfois, ça passe pas. Alors, quand ça marche pas, quand on arrive, quand on s'appelle Gad Elmaleh... c'est pas évident. On transporte beaucoup de choses, quand même. Oui, je crois que c'est ce beaucoup de choses, comme vous dites, c'est vraiment une richesse, mais on n'a pas les moyens, la capacité de le prendre comme une richesse au début, et c'est plutôt un handicap dans la tête d'un gamin, d'un jeune homme, du moins de 20 ans, 19 ans, qui va à l'école de théâtre. 21 ans, cours Florent. Voilà. Moi, je pensais à l'arrivée au cours Florent. Moi, je voulais changer mon nom. Je voulais changer mon nom parce que... Mais je crois qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a changé son nom. Oui, exactement. Et il s'est fait appeler Mallet, M-A-2-L-E-T. C'est un mec formidable qui a fait un parcours exemplaire. Pour nous, dans la famille, c'était notre exemple. Il était dans l'associatif, dans la politique. Il a créé pendant les radios libres la première radio de la communauté juive, Radio Shalom, qui est la voix de la paix. C'est un homme de paix, c'est un homme qui a milité pour le dialogue interreligieux. Donc c'est un mec exceptionnel qui s'est fait appeler MA2LET parce que lui, il a commencé à exercer son métier à une époque où les séfarades, les juifs d'Afrique du Nord ou les musulmans d'Afrique du Nord, c'était compliqué d'arriver avec un nom. C'est récent, non, mais c'était compliqué de s'appeler Ben Machin. D'ailleurs, on le voit dans la génération des acteurs qui ont l'âge de mes parents. Et bien souvent, ils ont changé leur nom.
Nous, on n'a plus changé nos noms. Mais Roger Hanin, c'était pas Roger Hanin. Richard Berry, c'est pas Richard Berry. Patrick Bruel, c'est pas Patrick Bruel. Il y a quelque chose où l'identité, avant, on l'assumait pas. Mais c'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils renient leurs origines, c'est tout simplement que c'était pas bienvenu, quoi. Et C'était un handicap, quoi. Ou en tout ouais, cas, alors, sans c'était dire un marqueur voilà, c'était un marqueur. de différence et de. Handicap, c'est peut-être fort. Ouais. En tout cas, c'était un marqueur qui les mettait Mais même dans moi, je l'ai pensé, ma génération, plus tard. Je me suis dit, El Malais avec un H à la fin. Waouh, ça fait El Malais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vas jamais tourner au cinéma. Et puis un jour. Ça n'a jamais été un sujet autour de vous, en fait. Non, On a en fait, j'ai mis un Y pendant quelques mois. El Malais. Parce que je me disais, ça va faire. Quelle idée, franchement. Ouais. Ah, tiens, c'est une bonne. Par exemple, là, ça me donne une idée. Oh là là, ça me donne une super idée. Voilà, il faut la noter. Hein. Ouais, je vais la noter, d'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne nous voient pas. Je suis en train de noter. Parce que dans mon spectacle, je pensais que la notoriété me donnerait la joie. Je pensais que l'argent ferait en sorte que je serais bien dans ma vie, que j'aurais plus mal aux dents. Je pensais que changer de pays, ça allait me faire... Et alors que tout ça est en moi, hein, et c'est en nous qu'il faut aller le chercher. Et je pense que c'est pareil pour le nom. Je pensais qu'en changeant de nom, on allait me voir comme un Américain, mais tu peux changer de nom 4 fois, tu es qui tu es. Et ça, c'est une piste intéressante de réflexion et de comique. Ouais. Mais pour revenir à cet oncle, lui, il a voulu revenir à son nom initial. Il paraît que c'est très difficile. Et une fois qu'on l'a changé, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des choses comme ça il faut que le poids corresponde à la démarche, quoi. Quand on a un nom qui nous a été donné, on l'a pas choisi, on est né quelque part, on est qui on est, et qu'on veut changer ce nom, ça doit représenter un pas important. Sinon, ce serait trop facile. Oui, ouais, mais c'est des décisions, c'est énorme quand même. L'identité. Là, l'autre jour, j'ai discuté avec un secrétaire général d'une fondation à Monaco qui s'intéresse aux enfants fantômes en Afrique. Ces enfants qui n'ont pas été déclarés par leurs parents et qui arrivent à un moment donné, ils sont bloqués, ils peuvent plus aller à l'école, ils peuvent plus rien faire parce qu'ils sont personne. Wow. Et son programme, là, le gros programme qu'il est en train de faire, c'est de trouver un moyen de redonner à ces enfants une identité en allant dans les villages, en faisant des opérations pour interroger les gens, pour voir qui sont ces enfants. C'est dingue. J'en parle dans mon spectacle de l'identité et je parle des tests ADN qu'on fait, qu'on peut faire, là, toutes ces compagnies américaines où tu envoies un échantillon de salive et on te dit qui tu es, d'où tu viens, tout ça. Mais c'est intéressant parce que malgré les résultats d'un test ADN et tout ton patrimoine génétique, c'est qui tu es profondément, mais c'est pas ce que tu es devenu, en fait. Alors moi, j'ai des origines italiennes. C'est de là où tu viens, mais c'est pas forcément de là où tu vas. Ça, c'est vrai. Exactement. Ah, waouh, ce serait drôle, ça, de dire, est-ce qu'il n'y a pas un test pour voir où je vais? Oh là là, c'est drôle. Moi, j'ai des origines italiennes et le pourcentage, il m'a surpris. Hein. Je crois que j'ai plus de 20% d'Italiens. C'est... Est-ce que Poltrone sofà. C'est ça. Artigiane et la qualità, on y va. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens au Maroc, pardonnez-moi si j'ai une question qui va vous paraître un peu caricaturale, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens au Maroc qui ont les yeux clairs? Ah non, mais c'est une vraie question dans le sens où... Parce que c'est une influence ethnique, hein, il doit y avoir. Totalement. Et puis les Berbères, on retrouve chez les Berbères beaucoup de deux yeux, les yeux clairs, beaucoup de femmes blondes chez les Berbères. C'est très surprenant. Alors, il y a tout un historique que je connais pas. Je connais pas bien l'ethno... L'origine ethnique, enfin le mouvement de l'ethnique. Mais il y en a. Mon grand-père était un Berbère des montagnes, d'une région montagneuse marocaine dans l'Atlas. Il a été à pied à Casablanca pour réussir sa vie. Et nous, on vient des montagnes. Mais c'est vrai que la plupart des gens... Alors, il y a eu des mélanges. Alors, c'est vrai que tu en retrouves plus dans la communauté juive marocaine que musulmane. Mais en même temps, on dit que certains juifs sont des convertis de l'islam. Enfin, il y a tellement de choses dans les régions, tellement d'histoires. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais chez les Berbères, il y en a énormément. Il y a des femmes blondes aux yeux bleus chez les Berbères. C'est hallucinant. Ça, au moins, ça contrarie l'image d'Épinal qu'on a en tête. Hein. Bien sûr. Alors, on revient au cours Florent, parce que ce que je voulais savoir, c'est quand on arrive au cours Florent, 21 ans, c'est jeune quand même, hein, qu'on a gagné le droit de ne pas le payer. Ouais. C'est un vrai cadeau, ça. Voilà. Enfin non, c'est une récompense. Une récompense, mais j'ai quand même, alors peut-être à tort, hein, l'image du cours Florent comme un endroit très difficile, où la compétition est assez féroce. Est-ce qu'à l'intérieur de tout ça, on rencontre des gens qui nous aident? Ouais.
Ah. On rencontre Parce que des Gad, clés. ça veut dire bonheur, donc il y a à un moment donné, il doit y avoir des petits coups de pouce du destin. Oui, je pense, il y a des clés, il y a des déclencheurs, il y a des profs qui... Alors c'est marrant parce que on pense que le show business, oui, c'est les gens que tu connais qui vont t'aider à faire une émission, un film et tout, mais c'est pas ça. C'est Ouais. ceux qui t'aident à devenir qui tu vas devenir. C'est pas ceux qui t'aident à... Et je le vois avec les jeunes qui font de la musique. Tu peux pas me présenter un tel dans une maison de disques? Ouais, mais fais-moi écouter, laisse-moi te dire ce que je pense et laisse-moi t'aider à devenir l'artiste que tu vas devenir. Et en fait, moi, j'ai des gens qui sur mon chemin, qui s'appellent Joséphine de Rennes, du Théâtre du Soleil, qui s'appelle Hervé Brio, qui s'appelle Xavier Florent, qui sont des gens sur mon chemin. Marc de Buchère, premier prof, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas changer ton nom? T'es fou, El Malais, c'est beau, El Malais, t'es fou. Tu vas changer ton nom, El Malais, tu te rends compte, c'est élégant, c'est d'une beauté, El Malais. Je disais, mais moi je le vois pas du tout comme ça, c'est un truc de blédard, El Malais. Pas du tout, fais-toi confiance. Puis Joséphine de Rennes, elle m'a dit, il faut se servir de ses origines. Et Hervé Brio, il m'a dit, la comédie que tu as, parce que tu viens d'où tu viens et tu es qui tu es, elle est géniale. Et Xavier Florent m'a dit, mais improvise, même quand tu dis un texte par cœur, improvise, c'est là que t'es le meilleur. Donc ces gens-là, ils m'ont donné des clés, quoi. Alors après, oui, on va chez Michel Drucker et on fait des podcasts. Mais au début, on a besoin de ces gens-là pour nous aider. Et c'est pour ça que parfois, avec les jeunes qui viennent me parler de théâtre, j'essaie d'être utile. J'essaie pas d'être dans une posture de parrain, j'essaie pas non plus de les envoyer balader, mais je les mets face à la vraie problématique. Genre, ouais, je veux être humoriste, tu peux pas me brancher avec des... Tu veux être humoriste, est-ce que tu es humoriste? Qu'est-ce que tu as écrit? Ouais, j'ai des idées, fais voir ce que tu as écrit. Envoie-moi. Tiens mon mail, je donne mon mail. Envoie-moi une vidéo de ce que tu as fait. 90%, ils envoient rien. Ils ont rien. Donc ils sont dans un truc de... Mais tu le sens tout de suite, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. Alors, avoir envie de faire quelque chose, si on revient aux origines de Gad Elmaleh, qui est quand même dans une famille d'artistes, hein, puisque votre frère est acteur, Oui. votre sœur, vous l'avez dit, c'est la femme avec qui vous travaillez le plus. Ouais, auteur et écrivain. Ouais. Elle a mis en scène. Elle a mis en scène mes spectacles précédents, Voilà. pas celui-ci. Je la consulte quand même, son avis est très C'est important. ça, j'allais dire, est-ce qu'elle est critique? Très. Trop. Mais mes enfants aussi. Vos enfants, vos parents? Non. Non. Mes parents, Ah bah non, pour vos mes parents, vous êtes, ouais, vous ou êtes alors, super. ouais, ils passent à côté parfois même. Mes enfants, très durs, C'est sans vrai. s'en rendre compte. Judith, ma sœur, très dure en s'en rendant compte, elle sait très bien. Et puis aussi les collègues avec qui j'échange. Ce nouveau spectacle, je l'ai travaillé avec Roman Fraissinet. Ouais. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans la nouvelle génération, c'est le number one. Mais pas que de la nouvelle génération. Il est aujourd'hui le numéro 1, quoi. C'est facile quand on est un artiste et qu'on se remet en question, parce que chaque fois qu'on monte sur scène ou qu'on lance un nouveau spectacle ou qu'on fait un nouveau film, on se remet en question. C'est facile d'avoir confiance. Parce que vous dites, je la consulte beaucoup. Il y a beaucoup de gens que vous arrivez à consulter en vous Oui. disant ce qu'il va me dire ou ce qu'elle va me dire, je peux en tirer quelque chose. Oui, en fait, c'est de l'actif, comme je dis. Moi, il y a des gens que je consulte et on se connaît tellement bien que le ping-pong qu'on fait va être... moi, je vais l'intégrer. Comment dire? J'ai l'impression qu'un bon commentaire, quelque chose qui est un actif, c'est quelque chose qui résonne en moi et que j'ai presque, hein, déjà pensé. C'est-à-dire une remarque, c'est-à-dire que ça résonne. Ah, ça me parle. Je pense que plus on avance dans le métier, plus on sait. Demain, si par exemple quelqu'un vient voir mon spectacle et me dit tu devrais parler des dauphins, ben non, tu vois. Ou alors me dit j'aime pas du tout tout ce passage du spectacle. Par contre, s'il me dit comme Roman peut me dire dans telle partie du show il y a trop de mots, tu t'étends trop, tu perds trop de temps alors que tu pourrais être efficace. Dans telle partie du show, comme tu as déjà parlé de ta mère au début, n'en reparle pas à la fin, déplace cette vanne, mets-la là, va plus vers la vérité. Dans telle partie du show, Roman me dit parfois je te crois pas. Je te crois pas, c'est pas vrai. Je te crois pas que Gad t'a fait ça. Pour un spectacle tel qu'en lui-même, c'est... Ouais. Ouais, et ça va pas. Alors je creuse et je dis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans ce que je raconte? Ah ouais, c'est vrai que j'ai un peu extrapolé. Alors je vais chercher la vérité de ce moment. Allez, on y va, on continue. Et là, j'ai des vrais repères pour moi. Mais c'est du ping-pong, c'est pas... Il faut que ce soit du ping-pong, ça peut pas être que du ping. Ou que du pong. Voilà. Est-ce qu'elle est... C'est pas mal ça, ça peut pas être que du ping. Mais Je peux la garder? Mais bien sûr, pinguer. On parlait tout à l'heure, vous me disiez, le mieux n'est pas forcément le meilleur ami du bien. C'est pas parce qu'on a plus d'expérience Non. qu'on est meilleur ou Non. quoi que ce soit. Et comment on fait pour se dire
qu'on est bon? Parce que le premier, vous le dites, et j'en suis sûre, le premier juge de votre spectacle, c'est vous. Ouais. Le premier critique de votre spectacle, c'est vous. Donc comment vous vous dites, à quel moment vous vous dites, ça c'est bon? Je pense que bizarrement, et ça va paraître très étrange ce que je dis, c'est que le jour où on atteint l'humilité, on sait quand on est bon. C'est-à-dire qu'on sait aussi quand on est mauvais. On sait quand on est mauvais, mais comment exprimer ça? Je crois, par exemple, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'un jour un artiste m'a fait la remarque, donc je l'utilise à mon compte maintenant. C'est que parfois, quand il y a des jeunes qui font la première partie de mon show, ils sortent de scène, ils disent ah j'étais pas top ce soir. Je leur dis pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour dire que t'es pas top? Sois top demain, va travailler. Et en fait, moi, c'est parce que Jerry Seinfeld m'a dit ça. Ah, Jerry Seinfeld. Un jour, j'ai fait sa première partie, je lui ai dit, je suis nerveux, j'ai peur. Il m'a dit, c'est ton problème. Éclate-toi, vas-y, travaille. Et après, je lui ai dit, ah, je sais pas si j'étais bon. Il me dit, pour qui tu te prends? Tu crois que tu vas être bon tous les jours? Et en fait, je crois que quand on est modeste, on sait quand on est bon, on sait quand on n'est pas bon, mais on sait surtout quand on est bon. C'est pas être prétentieux que de dire, j'ai été bon ce soir. C'est au contraire. Et d'ailleurs, il y a un rabbin qui m'a dit, un sage, un rabbin qui m'a dit un truc très juste un jour. Il m'a dit, la modestie, c'est quoi? La modestie, si on n'a pas confiance en nous, ça vaut rien. Mais quelqu'un qui a conscience de ses qualités et qui est modeste, waouh! Alors ça, c'est un level de modestie qui est très intéressant. C'est-à-dire, je sais que je suis bon, je sais que j'ai des qualités, je sais ce que je vaux, mais je la ramène pas. Et ça, c'est la modestie. Et je continue de travailler. Ouais. Celui qui croit pas en lui qui est modeste, ça vaut rien. Ouais. Et celui qui fait semblant d'être modeste, ça vaut rien. On parlait de... Enfin, vous avez parlé de Jerry Seinfeld. Ça c'est une rencontre importante? Oui, c'est mon repère dans... Il est comme un... Je dis ça parce que j'ai passé le permis bateau il n'y a pas longtemps. C'est comme une balise. Le rapport. Ouais, c'est une balise. Elle clignote, c'est une balise. Je me guide. Je m'inspire de lui. On est très amis. On est frangins, quoi. On se parle régulièrement. Mais vous parlez anglais avec lui? Oui, anglais. Il ne parle pas un mot de français. Ça ne l'intéresse absolument pas d'apprendre le français. Non, bah ça... Je Comme pense que beaucoup Jerry d'Américains. Seinfeld... voilà. Et Il y a New York et la scène Ouais. voilà. Et puis, le monde est terminé après. Ouais, mais il s'en cache pas, il l'assume totalement, et puis il dit qu'il n'a pas forcément envie de parler d'autres langues, et ça me fait beaucoup rire. Moi qui suis dans... voilà, vous l'avez dit. qui avez conçu des spectacles en anglais, parce Ouais. que ça, on n'en a pas Ça, encore c'est parlé, une mais difficulté. ça doit être une difficulté. Parce Alors, qu'on c'est- dit qu'on n'est pas toujours la même personne dans les Non, on n'est pas différentes la même langues. personne. J'étais plus efficace, et j'avais moins peur de la vie et le regard des autres, d'abord parce que j'étais aux États-Unis. Mais jouer en anglais, il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est que, c'est pas un secret, mais moi je joue un texte écrit mot à mot. Parce qu'en français, je change les mots tous les soirs. Je peux tout à fait dire un soir, ah oui, je voulais vous raconter que j'étais à Monaco et il s'est passé ça pendant un podcast. Le lendemain, je vais dire, ah, il faut que je vous parle d'un podcast. Oui, je l'ai fait parce que j'étais à Monaco. Et je peux inverser tout. Ouais. J'ai jamais le même texte. Mais en anglais, j'étais incapable, parce que Ouais, j'ai c'est pas la difficile. possibilité, les capacités de le faire ou d'improviser. D'ailleurs, j'avais un petit sketch là-dessus quand je faisais les comédie clubs en anglais. Je disais en anglais, bonjour à tous, je vais vous demander de ne pas m'interrompre, parce que je n'ai pas la capacité d'improviser avec vous. D'ailleurs, cette phrase est écrite de mot à mot, et donc Je peux pas la changer. Ouais. je peux pas la changer. Et ça les faisait rire, parce que je racontais une vérité, et en même temps, je racontais cette vérité qui était un peu contraignante, avec ma prof d'anglais, ma prof d'accent aussi, où chaque mot était répété. Parfois, pour qu'il y ait un rire, il fallait que je C'est de la mette l'accent. phonétique. Ouais. Ah ouais. Mais par exemple, c'était quoi la phrase? Ah oui. Je dis une blague un jour, et je dis I was on holiday. Gros rire. Gros rire. Le lendemain, je fais la même blague avec les mêmes mots. Pas de rire. Waouh. Surlendemain, gros rire. 2 jours après, pas de Pas de rire. rire. Après, pas de rire. Après, et ça fluctuait. Il y a un problème. Et là, je dis à ma prof, Julia, I have a problem. Sometimes they laugh, sometimes they don't laugh. Why? Same joke. Elle me dit, je viens te voir ce soir, je te dirai. Et elle vient me voir. Elle me dit, mais t'es con, toi. C'est normal qu'il rit pas. Et je lui dis, pourquoi? Elle dit, parce qu'il y a des soirs où tu dis on holiday, et des soirs où tu dis on holiday. On holiday, ça marche pas. Mais ça marche pas. Parce que les Américains ont un tel formatage que si tu mets l'accent tonique sur le mauvais endroit, leur programme ne va pas l'assimiler. Nous, on est plutôt ouverts. Les francophones, si un Américain dit les vacances au lieu des Vacances. vacances, ou l'inverse, on va pas dire ah on voit pas du tout ce que tu veux dire. Les Américains, c'est genre
Ah non, tu l'as pas dit comme nous on parle. J'ai On pas compris. on n'est pas avec toi. Ouais, c'est ça. Et c'est une forme d'ADN comme ça. Et pour moi, c'est un peu dur quand même, parce que c'est un manque d'ouverture, quoi. Ouais, ouais. Là, vous parlez 5 langues, je crois. 4. Je parle français, anglais, hébreu, Hébreu. arabe. Et je suis en train d'apprendre l'italien. C'est bien ça. J'ai envie de parler italien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça doit être pour Paul Tournessofa, je pense. C'est ça. Je sais Je pas. pense que c'est ça. Peut-être, je parle pas le monégasque. Ou alors c'est Paul Tournessofa, c'est parce que vous apprenez l'italien. Je sais Peut-être, pas. oui. Ou alors ils veulent m'engager sur une pub. Ah, Peut-être. ça c'était aussi... on parlait de notoriété tout à l'heure. Comment on contrôle l'utilisation qu'on peut faire de son image? Parce que Alors. à Monaco, c'est facile. Vous avez cette étiquette, enfin c'est facile. Vous avez cette étiquette d'humoriste, d'homme célèbre, et puis vous êtes le papa de Raphaël, vous êtes l'ancien amour de Ouais. Charlotte. Donc à Monaco, vous êtes balisé en fait. Hein. On sait qui vous êtes. Pour utiliser votre image à votre insu, ce sera difficile. Ouais. Mais je pense qu'ailleurs, ça peut l'être. Alors, j'ai compris une chose très très tard, trop tard, que quelque part, on peut un peu décider des choses. Alors, pas si on vous prend en photo à votre insu et que vraiment on montre votre vie intime, c'est pas agréable forcément, bon. Mais je crois qu'il y a des choses qu'on apprend. C'est-à-dire, je vous donne un exemple assez marrant. J'ai un copain qui sortait avec la fille de Johnny Hallyday, Ah. Laura, que j'aime beaucoup. Et un jour, il m'appelle et il me dit « Ouais, frérot, je suis super contrarié. J'ai des photos de moi dans Voici avec ma chérie à Saint-Tropez. J'ai dit « Écoute-moi bien. Tu es avec la fille de Johnny Hallyday à Saint-Tropez en monokini sur les plages au mois d'août. Au mois d'août. Si un paparazzi te shoote pas, c'est une faute professionnelle. C'est que, Certes. enfin, donc j'ai l'impression que tu sais où tu vas aussi. Tu vois, tu sais un peu ce que tu guides. En fait, moi, si je vais dans des endroits où je sais que je vais me faire shooter, il faut que je sois en accord avec tout. Où je me dis, écoute, il me shoot, ce que tu veux faire. Après, si j'ai pas envie de me faire shooter, parce que c'est une relation naissante et que je sais pas, ben, je vais essayer de m'organiser pour voir la personne en privé. Et puis, on a les moyens de se voir en privé, ça va. On n'est pas obligé de Pas s'afficher. obligé de s'afficher. Ouais. Après, un jour, bon, ben, quand ça devient officiel et que c'est une vraie histoire et qu'il te shoot, bon, ben voilà. Après, ça peut fragiliser parfois. Après, le plus sensible là-dedans, c'est les enfants. Ils peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent ne pas comprendre quand tu. Et voilà, il faut les préserver. Il faut les préserver au maximum. Et ils sont pas équipés pour comprendre. Déjà, pour un adulte, c'est violent parfois quand tu te retrouves, tu dis, oulala. Et en plus, parfois, c'est pas des photos avantageuses, quoi, tu vois. Bah, T'as ce presque serait envie de trop faire une facile, hein. charte. Ouais. Une charte de. S'il vous plaît, évitez les doigts dans le nez, le bide qui sort, le grattage de fesses. Est-ce qu'on peut faire une charte, s'il vous plaît? Non, mais je crois que il faut savoir un peu. On sent où on va, on sent ce qu'on fait. Il faut se protéger. Il faut se protéger soi-même. Mais quand vous dites que vous sentez où vous allez, Ouais. au moment de faire le film sur la foi et Ouais. d'y mettre vos parents, pour un juif, ouvertement parler d'une autre foi, est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez que vous êtes en accord avec tout ça et que ça va aller? Oui, c'est-à-dire je sens deux choses. L'essentiel, c'est marrant, il y a un humoriste, je pense que c'est Ricky Gervais, qui disait ça. L'essentiel n'est pas de savoir ce que tu peux dire ou ce que tu peux pas dire sur scène, c'est combien tu peux encaisser derrière. Oui, c'est ça. Les conséquences, en fait. Bien sûr, mais moi je suis pas fou. Vous pensez bien que quand j'écris l'histoire romancée un peu quand même, parce que ça part d'un point de départ réel qui est ma vision de la Vierge Marie quand j'étais enfant, mon amour pour la figure de la Vierge quand je suis petit à Casablanca, j'ai pas le droit d'entrer dans les églises, et j'extrapole jusqu'à peut-être le baptême ou pas, que je ne fais pas dans le film, que je n'ai pas fait dans la vie, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Maintenant, je suis pas fou. Moi, j'écris un film sur un juif qui veut aller vers le christianisme. La catastrophe que ça représente pour sa famille et la communauté, c'est le sujet du film. Donc quand certains juifs me disent « Mais tu es fou !» Je dis « Mais c'est le film d'un mec qui a pété un câble pour sa communauté. » Mais c'est pas moi, c'est le film D'abord, d'un oui, mec. mon amour et ma fascination pour la figure de la Vierge, il est réel et il le sera toute ma vie. Mais de la même manière que mon identité juive, elle sera là toute ma vie. Mais
je peux comprendre après que ça peut heurter, que ça peut étonner, qu'on ne sait pas trop. D'ailleurs, la plupart des gens qui étaient un peu choqués l'étaient avant de voir le film. Mais quand ils ont vu le film, ils ont vu qu'il y avait du dialogue, il y avait de la fraternité, il y avait de l'amour, il y avait une ouverture à mes frères et sœurs d'une autre religion. Il y avait un détour, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui me reste, d'ailleurs, c'est que je suis plus fort dans mon identité et je l'approche avec beaucoup plus d'études, de patience, de compréhension du Talmud, en faisant le détour vers mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. Tellement plus. Parce que je me suis enrichi, parce que j'ai compris, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, d'autres on n'est pas d'accord, il y a eu des débats. Quand on est de l'autre côté et qu'on lit la fiche qu'on a préparée sur Gad Elmaleh, on se rend compte qu'il y a de la mixité, du mélange partout. Oui. Partout, dans tout. Pas seulement dans la religion. Hein, il y a des ponts. Il y a des ponts dans tout. Et je me dis, alors maintenant, peut-être que vous allez me dire, tu vas tirer par les cheveux, mais quand on est berbère, qu'on est habitué à voyager, parce que c'est ça, hein, les berbères, c'est pas des sédentaires en fait. Est-ce que c'est pas finalement une nature que vous avez en vous? Est-ce que c'est pas l'ADN de mon grand-père qui est parti à l'âge de 8 ans de sa montagne de l'Atlas marocain à pied vers Casablanca, et qui a marché jour et nuit et que je continue à chercher peut-être. Récemment, j'ai fait un voyage dans le désert, ça a été une grande prise de conscience. Il y a des sentiments d'appartenance chez vous. Il y a des moments où vous me disiez tout à l'heure, mon pays, enfin chez moi, c'est le Maroc. Il y a des choses comme Bien ça sûr. fortes. Mais la tradition séfarade, c'est de l'appartenance. Pourquoi ? Parce que je pense et je ressens profondément que le séfaradisme, c'est le judaïsme et l'arabité. Ouais. D'ailleurs, si vous allez dans une synagogue marocaine, vous verrez que les mélodies chantées sont des mélodies arabes. Ou andalouse ou arabe. Et ce mélange-là, moi, je l'ai en moi. Et il est atavique et il est en moi, il est dans ma filiation. Pourquoi ? Parce qu'il a été, à une époque, l'âge d'or de la fraternité des Juifs et des musulmans au Maroc. Et à l'heure où, malheureusement, la tragédie frappe au Proche-Orient, horriblement. Et on peut envoyer des messages de paix. Et je crois que au Maroc, les Juifs et les musulmans, même si ça n'a pas toujours été simple, c'est pas vrai que c'est... mais il y a eu toujours un travail. Il y a toujours eu un effort. J'ai une pensée d'ailleurs pour un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle André Azoulay, qui est l'homme le plus proche du roi du Maroc, et qui était proche du père aussi, feu Hassan II. C'est un homme qui m'intéresse toujours, parce que je suis toujours curieux de voir comment il mène le dialogue interreligieux avec beaucoup... Il est sur le dialogue interreligieux et le dialogue intercommunautaire aussi. Et j'en parle avec lui, et c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il m'inspire, voilà. C'est des gens qui m'inspirent, ça. Et encore une fois, ceux qui créent des ponts et pas des murs, voilà. Si j'étais un constructeur, je ferais que des ponts. C'est étonnant d'ailleurs. Avis aux Monégasques qui sont dans la construction. J'étais presque là-dessus. C'est quoi que vous préférez ? C'est jouer la comédie, danser, chanter. Il y a un truc que vous préférez vraiment ? Oui, il y a une chose pour moi qui procure en tout cas une jubilation ultime, c'est faire des blagues et surtout le sentiment qu'on a quand on essaye une nouvelle blague et qu'elle marche. Je n'exagère pas quand je dis qu'il n'y a rien au monde qui m'a donné autant de satisfaction. C'est vrai. Que ce soit... Là, il y en a une qui marche beaucoup en ce moment, c'est la blague des grands-mères. C'est quand vous parlez des deux grands-mères de votre fils et que... Ouais, moi, j'ai vu cet extrait, alors j'ai essayé de googler pour voir un peu, ça sort presque systématiquement, quoi. Le coup des grands-mères. Oui, parce que... Il y a eu le blond. Oui, il y a des marqueurs comme ça. Oui, parce que je crois que le coup des grands-mères ou le blond, c'est aussi une manière de me moquer de moi. Et c'est de décrire, c'est toujours décrire l'ailleurs, décrire par exemple la visite à Monaco de ma mère. À Monaco, c'est pas traiter de Monaco. Oui, bien sûr, on parle de Monaco, mais quelque part, je veux que le public soit avec moi. Je veux leur dire, on a tous une mère blédarde qui est blédarde, ça ne veut pas dire qu'elle vient d'un bled. Elle peut être née même à Monaco, ta mère, ou à New York, ou à Londres, et elle est blédarde. Mais ce qu'on va appeler blédarde, c'est que soit elle va mettre les pieds dans le plat, soit pour trop te protéger, elle va dire une bêtise, soit elle va être à côté. Et on a tous peur de ça. Mais mon fils, aujourd'hui, avec moi, est comme ça. J'arrive à l'école et j'ai l'impression que je marche pas, je parle pas comme il faut, je marche pas comme il faut, je conduis pas ma voiture comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi, pour être Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant.
c'est aussi une façon de dire aux gens, je sais que vous le pensez, Oui, et on va oui. en parler parce C'est que un comme truc ça va faire. d'honnêteté. Voilà. Mais bien sûr, il y a plein de choses que je dis dans le spectacle qui est de l'ordre de je sais que vous savez, Ouais. donc on va le dire, on va en parler. Et alors, ça aussi, je l'ai appris. Et on contrôle beaucoup plus, pas on contrôle, on maîtrise beaucoup plus sa pensée, ce qu'on veut livrer ou pas, une fois qu'on laisse les gens nous aborder sur tous les sujets. Ouais. Mais moi, il y avait une époque où si vous me parliez de ma famille ou de... Tout de suite, j'avais peur et du coup, il sortait quelque chose de bizarre. Mais quand vous êtes ouvert et vous vous protégez plus, c'est les autres qui se disent, j'espère que j'ai dit le bon truc, quoi. Ah, c'est ça. Mais c'est intéressant. Finalement, ça Mais ça inverse prend la du temps, hein. dynamique. Ouais, ça prend Oh du là temps. là là là. Ça prend du temps et puis ça apprend aussi, et c'est peut-être sur le chemin que vous avez décrit tout début, en disant aujourd'hui je pars à ma propre rencontre. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'est pas vraiment rencontré, on a peut-être du mal aussi à laisser les gens analyser ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Oui, et puis on se soucie de l'image qu'on renvoie. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème du tout. Enfin, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image, mais je fais pas les choses pour mon image. Mais c'est peut-être parce que vous n'en avez plus besoin. Par exemple, aujourd'hui, je suis pas là pour qu'on pense que je dis un truc bien, parce que je suis curieux. Je suis là parce que je suis curieux. Donc on m'a parlé, on m'a dit voilà, elle fait, je suis curieux. Donc j'écoute, je dis, ok, je suis curieux, je vais y aller. Et puis il faut que je m'occupe à Monaco. C'est ça. Alors, justement, comme je sais que vous avez des rendez-vous derrière, j'avais quand même envie de vous demander ce qu'on pouvait vous souhaiter maintenant. Wow. Parce que là aussi, je me suis dit, c'est compliqué. Le type, il a tout. Hein. Non, il a pas tout. Souhaiter que les personnes vers qui je vais voient en moi la personne que je suis vraiment. Et de la même manière que parfois c'est un a priori positif, quelqu'un qui a de la notoriété, et parfois c'est pas un a priori positif. Parce qu'on... En tout cas, c'est un a priori, tout court. Oui, et en fait, il n'y a rien de pire que ce qu'on croit savoir. Ouais. Croire quelque chose sur quelqu'un, c'est pas le connaître du tout. C'est comme apprendre. Quand on apprend, la chose la plus difficile à apprendre, c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on connaît pas. La chose la plus difficile, c'est ce qu'on croit connaître. Ouais. C'est horrible. Les gens qui croient connaître même une langue ou une chanson ou jouer. Moi, je croyais savoir bien jouer du piano le jour où j'ai repris des cours. C'est un enfer. Celui qui sait pas jouer, il apprend tout. Mais quand tu sais un peu et que tu crois savoir, c'est terrible. Mais alors, je peux imaginer qu'on me souhaite que les gens qui m'attirent, qui m'intéressent, que ce soit en amitié, en amour, professionnellement, ils voient au-delà de ce qu'ils pensent savoir et ce que peut-être je représente. Ça, c'est... Mais encore plus dans la vie intime, dans la vie privée, quoi. Ça, c'est ce que je... C'est le défi le plus important, je pense. Oui. Hein. Donc, on peut me souhaiter ça et la santé, surtout. On est genre en mode 31 décembre. Et la santé. La santé. Et chin. La Non, santé. la santé, oui, parce que j'ai tellement de choses à faire, tellement d'envie, tellement de curiosité. D'ailleurs, Encore. Je me lève le matin, mais vraiment, j'ai hâte d'aller dans la vie, quoi. Mais vraiment, hein, c'est pas... J'ai hâte, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous réserve encore Après les aujourd'hui? tartines de Raphaël, il y a plein de trucs. Ah, Quoi. mais il y a plein de trucs. Mais il y a avant les tartines. Avant les tartines aussi. Ah, mais vous pouvez pas imaginer. Ah. Il y a un petit peu de méditation, il y a de la prière, il y a essayer essayer d'accueillir la journée. Il y a peut-être un peu d'écriture. Je me réveille vers 6 heures tous les matins, donc j'ai du temps. Et après, les séquences s'enchaînent, mais... Moi qui suis curieuse de tout aussi, il y a des moments où je me dis, je me fatigue moi-même. Ah, mais ça me parle tellement. C'est vrai ? Mais ça me parle tellement. J'aimerais tellement arrêter de penser à mes pensées. C'est ça. Maintenant, le problème, c'est que je vais penser en sortant d'ici à la personne qui m'a dit d'arrêter de penser à mes pensées. Ça va loin. À quoi tu penses? Je pense à quelqu'un qui m'a dit qu'on pensait trop. Il va falloir arrêter. Ça peut être un sketch de Raymond DeVos. Ah, Raymond DeVos. Moi, c'est un des premiers que j'ai vu sur scène, c'est Raymond DeVos. En live? Oui. Oh my God. Eh oui. Ça raconte deux choses Ça vous sur donne vous. une idée de mon âge. Ça, c'est sûr. C'est la fin du 18e siècle, quand même. À chaque fois, je fais cette blague à Michel Drucker. Je suis pas très original. Mais j'ai dit, Michel, franchement, dis-moi la vérité. Hein, tu peux tout me dire. Molière, sympa ou pas? Il faudrait pas qu'un jour, Raphaël vous pose la même question, quand même. Il aura le droit de me charrier. Et vous charriez vos enfants? Oui, les deux ont un regard critique parce que c'est le luxe de leur position d'être tellement proches de leur papa que c'est les seuls à pouvoir me
me critiquer sur les blagues, les deux avec leur manière. Hein. Alors le grand, il les pince sans rire. Et il va me faire un petit regard genre ah ouais tu trouves ça drôle et le petit c'est en mode oh là là papa c'est tellement pas drôle mais ça me touche, bah ça m'affecte quand même parce que je retourne au boulot, Ouais. mais je les crois pas, je sais que je suis drôle et je vais aller les essayer mes blagues devant le public. Parfois je leur dis j'ai essayé ma blague, elle est marrante. Ouais, tu peux dire ce que tu veux, j'ai fait rire avec hier. Bon, en tout cas, merci d'avoir trouvé un moment pour venir. Merci à vous Merci d'avoir pour gardé la l'écoute, curiosité. le partage. Merci, Thank Gad. you so much. Thank you. À bientôt. À bientôt.